bonjour. Je m'appelle Magali Kitzmann, je suis chercheuse au CNRS et je vais vous parler de l'audition aujourd'hui à Futurapolis, donc santé. Je travaille dans une structure qui s'appelle Génopolis, qui a pour tutelle le CNRS, l'INSERM et l'Université de Montpellier. Et dans cette structure, nous faisons de la médiation scientifique, c'est-à-dire que le but est d'expliquer les sciences au grand public. Donc aujourd'hui, je suis aussi présente dans ce cadre-là. Donc expliquer comment fonctionne l'oreille pour savoir la préserver le plus possible. C'est aussi un message de prévention que je tiens à faire passer aujourd'hui. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le son ? Donc là, vous pouvez voir une enceinte qui vibre. Le son, donc, ce sont des vibrations qui sont transmises dans l'air avec des atomes qui bougent. Et donc, ces vibrations, là, je parle actuellement, j'émets des vibrations qui vont arriver aux oreilles des personnes qui sont présentes et également des personnes à distance. Donc, comment ça se passe ? Que font ces vibrations quand elles sont émises dans l'air ? Elles arrivent à l'oreille externe. Donc, l'oreille externe, tout le monde la connaît, c'est celle qu'on voit. Donc, elle est constituée du pavillon externe et du conduit auditif. Et ensuite, les vibrations donc, émises par le son vont être donc, concentrées dans le conduit auditif et vont arriver sur le tympan. Donc le tympan, ici, on l'a représenté un peu comme un tambourin, un tambour. C'est une membrane qui va donc vibrer lorsque les vibrations vont rentrer dans le conduit auditif. Notre corps humain dispose de 2 oreilles. Donc là, vous avez un petit film Lorsque qui la résume perturbation ça. se propage jusqu'à notre oreille, l'air qui vibre à l'intérieur va entraîner dans son mouvement une petite membrane qu'on appelle le tympan. Donc voilà, vous voyez bien la comparaison avec le tambour. Donc la membrane, le tympan vibre lorsque ces vibrations rentrent dans le conduit auditif. Donc qu'est-ce qui se passe après ? On arrive à la partie qui s'appelle l'oreille moyenne, où là, juste derrière le tympan, se trouvent les plus petits os du corps humain, les osselets. Donc vous avez d'abord le marteau, l'enclume et l'étrier. Et ces 3 osselets, lorsque le tympan vibre, vont mécaniquement bouger pour entraîner d'autres réactions dont je vais parler par la suite. Donc là, c'est, après avoir été des vibrations et avoir fait vibrer le tympan, là, on passe à un côté purement mécanique des osselets. Donc là, pareil, un petit film pour résumer ça. Donc les vibrations qui arrivent au tympan, et donc vous avez le marteau, l'enclume et l'étrier qui, mécaniquement, vont bouger. Et la manière dont ils vont bouger est proportionnelle à la quantité de vibrations émises et à l'intensité du son qui est émis. Donc, que se passe-t-il ensuite dans l'oreille ? Donc ici, on arrive à l'oreille interne et il y a une structure bien particulière, la cochlée, donc, qui est en forme de coquillage. Et cette cochlée, donc, il y a l'étrier qui touche cette cochlée. Et donc, je vais vous montrer avec un film également ce qui se passe après. Donc, on reprend encore une fois le tympan, le marteau, l'enclume, l'étrier. Et vous voyez l'étrier, là, pousse à un mouvement. Et ce mouvement entraîne un liquide qui va circuler à l'intérieur de la cochlée. Et je vais vous expliquer maintenant ce qui se passe à l'intérieur de cette cochlée quand le liquide bouge de cette manière. Donc, à l'intérieur de la cochlée sont tapissées des cellules qu'on appelle les cellules de la cochlée, qui ont des cils, des stéréocils. Vous pouvez voir sur cette image la manière dont ces cellules sont alignées. Donc, ce que vous voyez ici, c'est de la microscopie électronique avec des cils en forme de V et d'autres rangées derrière avec des cils alignés. On les voit beaucoup mieux sur cette image. Donc en fait, lorsque le liquide circule dans la cochlée, ces cils qui sont en surface vont se mettre à bouger et je vais vous expliquer ce qui se passe par la suite. Donc je ne sais pas si vous savez ce que ce sont des cellules. En fait, nous sommes tous composés de cellules, c'est ce qui compose tous les tissus.
Et celles-là sont spécifiques pour l'audition. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le liquide circule dans la cochlée? Donc, ça fait bouger ces cils, et à ce moment-là, les cellules qui sont dessous vont permettre de modifier ce mouvement mécanique en un message électrique. Et ce message électrique va donc aller par la suite être transmis par le cerveau. Donc, le message électrique se dirige vers le cerveau par l'intermédiaire des nerfs. Donc là, c'est ce qui est représenté sur ce film. Donc les cils bougent et le message devient électrique à ce moment-là. Et que se passe-t-il dans le cerveau? Donc, une fois que le message électrique a été transmis par les nerfs auditifs, le cerveau va devoir interpréter quelle est la durée, l'intensité et la fréquence du son qui a été émis. Il y a d'autres relais aussi qui vont permettre de savoir d'où venait le son. On a tous le réflexe de se retourner quand quelqu'un nous parle dans le dos parce que c'est plus pratique pour entendre. Donc la localisation du son. Et ensuite, le cerveau va devoir interpréter quelle est la réponse qu'il va falloir fournir. C'est-à-dire, si c'est un son agréable, il n'y a pas forcément de réponse à apporter, juste à écouter. Si c'est un son qui fait peur, qui a un danger, on va peut-être se mettre à courir ou à sursauter. Et si c'est quelqu'un qui nous parle, on va sûrement lui répondre. Donc, dans le cerveau, c'est vraiment l'analyse du son qui est venu et quelle est la réaction qu'on doit avoir par rapport à ce son. Alors, est-ce qu'on peut avoir des problèmes pour entendre? Vous savez tous qu'il y a des personnes qui n'entendent pas, des personnes qui entendent moins et qu'on perd une grande partie de notre audition en vieillissant. Donc, à quel niveau ça peut se passer, cette perte d'audition? Qu'est-ce qui peut ne pas fonctionner? Comme je vous l'ai montré, il y a beaucoup d'étapes entre les vibrations du son et le signal électrique qui arrive jusqu'au cerveau. Donc, en fait, si une de ces étapes ne fonctionne pas, on ne va pas entendre correctement. Donc il peut y avoir des problèmes au niveau du tympan. Le tympan peut se déchirer. Soit c'est un choc, soit c'est en plongée trop profonde. Enfin bon. Si la déchirure est assez petite, le tympan est capable de se réparer tout seul. Si la déchirure est trop importante, on est capable de faire des greffes de tympan en utilisant de la peau qui se trouve derrière l'oreille, donc des autogreffes. Donc le tympan se répare assez bien, même si le tympan réparé n'est pas aussi optimal que celui d'origine. Ensuite, il peut y avoir des problèmes au niveau des osselets. C'est-à-dire le marteau, l'enclume et l'étrier peuvent avoir un petit problème, mal glisser, mécaniquement mal répartir les vibrations. Mais les plus gros problèmes de surdité et de problèmes d'oreille viennent plutôt de la cochlée. Donc, ça, c'est l'image que je vous avais montrée auparavant, où vous voyez toutes ces cellules ciliées avec les cils bien rangés. Il y a deux rangées différentes. Les premières cellules ciliées servent surtout à amplifier le son qui arrive, et celles de derrière à transmettre le message électrique. Mais on peut avoir ce genre d'image, c'est-à-dire une personne qui a perdu beaucoup de cils de ses cellules. Et forcément, vous vous doutez bien que le message électrique là, va être mal transmis par rapport à une personne qui aura encore tous ses cils sur ses cellules ciliées. Donc, comment on peut expliquer ces dommages sur les cellules ciliées? Alors, le son, c'est deux choses majeures, la fréquence et l'intensité. Donc la fréquence, c'est le nombre de vibrations émises dans l'air dans un temps donné. Plus ces vibrations sont espacées, plus le son va être grave, et plus ces vibrations sont resserrées, plus le son sera aigu. Donc la fréquence, c'est la mesure du son grave ou aigu, et c'est mesuré en hertz. L'intensité, c'est ce qui est représenté le volume du son quand vous augmentez le son sur un appareil. C'est est-ce que c'est faible, est-ce que c'est fort? Et ça, c'est mesuré en décibels. Et donc, plus vous avez des gammes vert, jaune et rouge en ce qui concerne l'intensité du son.
C'est représenté sur les smartphones et compagnie. Quand on écoute quelque chose, on vous indique si vous êtes dans le vert, dans le jaune ou dans le rouge. Alors forcément, tout ce qui est vert en dessous de 80 décibels ne présente aucun danger pour l'oreille. Tout ce qui est en jaune, entre 80 et 90 décibels, peut représenter un danger si le son est écouté plusieurs heures par jour. Et tout ce qui est en rouge, là, ce sont des sons qu'on ne peut pas entendre très très longtemps. Il ne faut pas s'exposer à ce genre de décibels. C'est là que les dommages se font et c'est là que les cils des cellules ciliées vont tomber. Il faut savoir qu'à la naissance, on a un nombre déterminé de cellules ciliées avec un nombre déterminé de cils, que ça ne se régénère jamais au cours de la vie et que donc une fois qu'on les a perdus, on les a perdus pour toujours. Et voilà, c'est une perte d'audition qui est définitive et qui ne reviendra jamais. Donc là, il y a juste quelques exemples des trucs courants de la vie qui peuvent vous situer les décibels. Donc les appareils électroménagers comme les aspirateurs et compagnie maintenant sont limités pour rester dans cette gamme de moins de 80 décibels. Là, vous avez une salle de classe. Donc selon les classes, les professeurs des écoles s'exposent à des décibels plus ou moins élevés dans la journée, de manière assez constante et plusieurs heures par jour. Ça peut poser problème à certains enseignants. Après, ce qu'on peut éviter, c'est bon, quand on écoute de la musique ou même quand on regarde la télévision, ça ne sert à rien de monter le son énormément, quoi. Donc, on peut avoir des bonnes pratiques pour préserver son oreille, c'est de ne jamais écouter trop fort, que ce soit avec des écouteurs ou bien le son de la télévision. Alors, les concerts, ça peut monter au-delà de 110 décibels. Bon, actuellement, vous êtes un peu tranquille, mais quand ça va revenir, c'est 2 heures de concert. À ces niveaux-là, normalement, au bout d'une minute, où on entend des sons jusqu'à 110 décibels, au bout d'une minute, il y a déjà des dégâts qui se passent sur vos cellules ciliées. Donc, vous imaginez 2 heures de concert, ce que ça peut faire comme dégâts. Et si on y va souvent, voilà. Donc la manière de prévenir les problèmes, c'est de mettre des bouchons d'oreille. C'est-à-dire d'entendre la musique, d'entendre le concert, mais pas forcément aussi fort que ça. Et d'ailleurs, les musiciens maintenant se mettent des bouchons d'oreille. Hein. Voilà. Après, il y a des sons qu'on n'est pas obligé. Enfin, voilà, l'alarme incendie, elle est faite pour que les gens évacuent, donc elle est forte et désagréable, mais on n'est pas censé l'écouter longtemps puisqu'on est censé évacuer. Et à 130 décibels, vous avez les décollages des avions. Là, il faut être à côté d'un avion qui décolle. Donc c'est pareil, les personnes qui travaillent dans les aéroports ont aussi des casques de protection. Ce n'est heureusement pas à l'intérieur de l'avion, c'est vraiment quand l'avion décolle et qu'on est près de cet avion. Donc là, vous avez un petit film pour vous représenter un petit peu, quand on est dans le vert, la manière dont les cils des cellules ciliées bougent. Quand on atteint l'orange, ça commence à bouger plus, à être plus intense. Voilà, je parlais des concerts. Après, il y a des sons qui peuvent rendre sourd en une seule fois, des explosions, des coups de feu, voilà, et ces cils qui seront perdus ne repoussent absolument jamais. Et on n'a pas encore, au niveau de la recherche, été capable de greffer de nouvelles cellules ou de les régénérer. Pour l'instant, on ne sait pas faire. Il y a beaucoup de recherches là-dessus, mais pour l'instant, on ne sait pas faire. Donc, quand je vous parlais de la fréquence du son, grave et aigu, l'homme se situe, nous, on peut entendre entre 20 et 20 000 Hz. En dessous ou au-dessus, nous n'entendons pas. Donc au-dessus, c'est ce qu'on appelle les ultrasons. Et vous avez des animaux comme la chauve-souris qui émet dans les ultrasons et qui communiquent comme ça. Et à l'instar, vous avez aussi des animaux qui sont dans les très très graves, les sons très très graves, les infrasons. Donc nous sommes capables d'entendre qu'entre 20 et 20 000 Hz. Alors là, vous allez entendre un son assez désagréable et je vous expliquerai ce que c'est juste après. Donc ça, en fait, c'est un exemple d'acouphène. Ça, c'est aussi un problème qui peut se produire pour certaines personnes. C'est-à-dire que, en fait, un acouphène, il n'y a pas eu de son extérieur. Par contre,
les neurones auditifs vont quand même activer un message qui n'existe pas à la base. Donc il peut y avoir des personnes qui entendent ce genre de son en permanence, plus ou moins continu. Les acouphènes peuvent être passagères ou bien permanentes. Actuellement, on ne sait pas comment guérir ce phénomène. On essaie d'apprendre aux personnes à vivre avec. C'est-à-dire à détourner, à écouter autre chose, à se concentrer sur d'autres sons. Et c'est un gros problème. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par ces acouphènes. En tout cas, si vous commencez à avoir des acouphènes, il faut consulter immédiatement un médecin et un spécialiste de l'oreille, parce que ça vient bien souvent d'un problème. Ça peut être lié à un autre problème à l'oreille. Donc il ne faut pas rester, il faut consulter, même si on ne sait pas soigner, c'est quand même mieux de vérifier que tout va bien. Et généralement, ça peut être causé par un bruit énorme, enfin une exposition à un bruit très intense pendant un moment, et ça peut être juste transitoire. Mais quelquefois, si ça devient... les personnes vivent avec leurs acouphènes. Voilà. C'est pas très agréable. Donc là, on ne pourra pas le faire aujourd'hui, mais sachez que sur Internet, vous avez des tests. Donc je vous ai expliqué quand nos cellules ciliées, on va les perdre en vieillissant de manière naturelle, même si on ne s'expose pas à des sons très forts. Et donc en fait, ça c'est un test. Il y a plus on vieillit, moins on va entendre les aigus, en fait. Et là, vous pouvez le faire sur Internet, il y a des sons qui passent, et plus ils sont aigus, et plus il faut être jeune pour les entendre. Donc il va y avoir des sons que les adolescents vont entendre, que les adultes n'entendront pas, en fait. Donc voilà, je termine cette présentation. Je suis prête à entendre vos questions. Et je remercie aussi Futurapolis de m'avoir accueilli ici et l'INSERM de m'avoir permis de faire cet atelier. Alors, j'ai une question sur Internet. Oui. Par rapport aux écouteurs ou casques, qu'est-ce que vous conseillez pour protéger son oreille ? Alors je sais qu'il y en a qui disent que quand ce sont des oreillettes, ça a l'air c'est enfoncé à l'intérieur du conduit, donc ce serait plus dangereux que des casques. En fait, le problème ne vient pas de là, c'est le son qu'on met dans ces casques et ces oreillettes. C'est-à-dire que si on écoute le son dans la gamme de moins de 80 décibels, que ce soit des oreillettes ou des casques, ça ne va pas déranger. Si on est dans la gamme orange ou rouge et qu'on dépasse ce son-là, ça va poser des problèmes. Mais ce n'est pas trop une histoire d'écouteurs, c'est une histoire d'intensité du son que l'on met, qu'on écoute, en fait. C'est plus ça le problème. Plus l'isolement aussi, parce que quand on écoute de la musique, on n'entend plus le reste. Et on a tendance à mettre plus fort pour s'isoler, et ce n'est pas une bonne idée. Oui. Vous voulez dire quand vous avez les oreilles bouchées, par exemple, ou quand... Là, c'est plus disons que si on décolle dans un avion, qu'on est en altitude, qu'on a cette impression d'oreille bouchée, c'est le tympan, c'est la pression entre l'extérieur et l'intérieur qui n'est plus la même, et le tympan va avoir tendance soit à rentrer plus fort, soit à sortir, c'est ça. Donc quand on se débouche les oreilles, entre guillemets, c'est sur le tympan qu'on agit. Enfin, c'est la différence de pression, et c'est le tympan qui fait mal, en fait. C'est lui qui est tendu dans un sens ou dans l'autre. On ne va pas agir sur l'oreille interne, en fait, hein, c'est juste sur le tympan. Alors, j'ai une autre question. Peut-on entraîner son oreille ou juste la protéger ? Alors, entraîner, ça dépend. Enfin, il y a ceux qui ont l'oreille absolue, il y a les musiciens. Ça, c'est évidemment, quand on fait de la musique, on entraîne. Mais maintenant, se protéger sur les sens, on est tous équivalents à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a tous le même nombre de cellules au départ, on a tous le même nombre de cils. Et les au-dessus de 110 décibels, ça va faire le même dégât, quelle que soit la personne, et quel que soit l'âge de la personne. Donc, on ne peut pas entraîner là-dessus. Il faut la préserver, voilà. Alors, une autre question. Des otites chroniques peuvent-elles avoir comme conséquence une perte d'audition ?
Oui, notamment, alors ça dépend, il y a les otites externes qui ne vont toucher que la partie externe et sur le tympan. À force, ça peut vraiment abîmer le tympan et du coup avoir une perte d'audition. Et après, il y a les otites internes, là c'est autre chose, puisque c'est censé être stérile, il ne doit pas y avoir de microbes à l'intérieur de notre oreille, et là ça peut entraîner d'autres dégâts sur les osselets et compagnie. Oui, c'est pour ça qu'on met aussi aux enfants des diabolos, pour éviter les otites à répétition. Effectivement, ça entraîne des baisses d'audition. Alors, encore une question. Pourquoi on ne fait pas plus de prévention auprès des enfants, ados et adultes quant à l'attitude à adopter immédiatement après une exposition à un fort bruit capable de causer un traumatisme sonore? On ne fait pas assez de prévention tout court, moi je pense. Le problème, c'est que ce n'est pas l'attitude à adopter après un son très fort, parce que je dirais que c'est déjà trop tard. La prévention, c'est se protéger. Quand on sait qu'on va aller dans un endroit très très bruyant, autant tout de suite avoir des bouchons d'oreille avec soi, en fait. L'attitude à avoir, comme je vous dis, s'il y a des acouphènes et compagnie, il vaut mieux consulter tout de suite. Mais le message de prévention, il doit se faire auprès des jeunes pour qu'ils aient conscience que quand ils perdent l'audition, c'est pour toujours. Et que d'écouter la musique trop fort, ce n'est pas une bonne idée. À Génopolis, nous essayons d'avoir ce genre de message de prévention parce que nous essayons de faire des ateliers avec les plus jeunes. Et je dirais que même à l'adolescence, c'est déjà trop tard pour faire cette prévention, puisqu'à l'adolescence, on est souvent invincible et on n'écoute pas forcément. Donc en fait, le message de prévention, c'est même pour les enfants entre 9 et 12 ans, où là, ils sont à l'écoute, et ils retiennent bien et ils comprennent. Et il faudrait un message de prévention, même national, là-dessus, parce que les problèmes d'audition sont en train d'être en recrudescence et d'augmenter. Et on a des personnes qui perdent l'audition beaucoup plus jeunes que prévu. Voilà. Merci beaucoup. Ah, attendez. Ah. Une personne qui me dit: étonné par votre réponse quant au traumatisme sonore, car si on consulte immédiatement, un traitement peut éviter les séquelles à vie causées par la mort après la phrase Oui, effectivement, s'il y a un truc. Mais là, on parle d'un son vraiment extrêmement intense. Moi, ce que je voulais dire, c'est que ceux qui ont leur casque et qui écoutent des sons à 100 décibels n'ont pas la notion qu'ils sont en train d'abîmer leurs oreilles. Oui, effectivement, de toute manière, dès qu'on a une surdité soudaine, des acouphènes et compagnie, il faut consulter immédiatement. Et il y a des trucs de prévention, je suis d'accord. Mais là, à la rigueur, c'est visible. Quand on s'expose à un son très très fort, on a les conséquences immédiates. Moi, je parle des conséquences d'une exposition à long terme sur des sons qu'on ne considère pas très forts. Et là, on n'a pas la notion du tout du dégât qu'on peut faire sur les oreilles. Alors, j'ai encore une question. Est-ce que les poires de nettoyage d'oreilles peuvent avoir de graves conséquences? C'est toujours pareil, si c'est utilisé avec précaution. Enfin, même les cotons-tiges, quoi. Enfin, il faut mieux éviter de mettre quoi que ce soit dans le conduit auditif de manière profonde. Il vaut mieux éviter de toucher le tympan. Nettoyer l'oreille, mais juste à l'extérieur, c'est-à-dire sans enfoncer dans le conduit auditif, juste le pavillon externe, c'est suffisant. C'est intrusif et ça peut être nocif pour le tympan d'introduire quoi que ce soit dans le conduit auditif quand on n'est pas un professionnel de santé, je parle. Bien, merci beaucoup.